La chirurgie bariatrique, c'est-à-dire les opérations de réduction de l'estomac et les interventions de dérivation digestive. Beaucoup d'entre nous en ont déjà entendu parler, ou connaissent quelqu'un qui a subi ce type d'opération. Vous avez peut-être même vu, à la pharmacie, des patients après leur chirurgie, souffrant de certaines complications, et commençant à prendre des vitamines ou des traitements pour faciliter la digestion. Alors, quels sont les principaux types de ces opérations? Quelles complications peuvent apparaître après la chirurgie? Qui peut réellement bénéficier de ce type d'intervention? Et comment le médecin décide-t-il si une opération est nécessaire ou non? Nous devons aussi poser une question très importante, après l'opération, le patient garde-t-il un poids stable? Ou bien une reprise de poids peut-elle survenir avec le temps? Autre point essentiel, quelles sont les vitamines, minéraux et compléments nutritionnels indispensables après ces opérations? Et quelles sont les bonnes doses pour éviter les carences nutritionnelles? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons répondre à toutes ces questions importantes, de manière claire, simple et pratique. C'est un sujet détaillé, mais extrêmement important. Restez avec moi. Que la paix soit sur vous. Je suis Hussein Lotofi, et vous regardez la chaîne Octopus Pharmacist. Bienvenue dans un nouvel épisode de From A to Z. Au début, voici les principaux sujets de l'épisode d'aujourd'hui. Si vous souhaitez des informations sur un point précis, vous pouvez aller directement à la partie de la vidéo qui porte ce titre. Mais si vous voulez comprendre tout ce qui concerne la chirurgie bariatrique, y compris la sleeve gastrectomie et le bypass gastrique, restez avec moi du début jusqu'à la fin. Comme d'habitude, commençons d'abord par une vue d'ensemble simple afin de comprendre les informations les plus importantes concernant la chirurgie bariatrique. Le premier point est: pourquoi ces opérations sont-elles importantes? Sont-elles réalisées uniquement pour des raisons esthétiques ou pour améliorer la silhouette? Gardez bien à l'esprit que la chirurgie bariatrique ne concerne pas seulement l'apparence physique. L'obésité est fortement liée à de nombreuses maladies graves qui peuvent réduire la qualité de vie, et parfois même augmenter le risque de décès. L'excès de poids est associé à l'hypertension artérielle, au diabète de type 2, à l'excès de cholestérol, aux maladies cardiovasculaires, à l'apnée du sommeil, aux problèmes de fertilité, aux troubles articulaires et osseux, à la stéatose hépatique, ainsi qu'à de nombreuses autres complications de santé. C'est pour cette raison que, dans plusieurs pays, de nombreuses compagnies d'assurance prennent désormais en charge la chirurgie bariatrique chez les patients éligibles. Pourquoi? Parce que traiter l'obésité précocement peut réduire, à long terme, les dépenses médicales liées au traitement du diabète, de l'hypertension, du cholestérol, ainsi qu'aux complications touchant le cœur, les reins et les vaisseaux sanguins. Le deuxième point est: qui peut bénéficier d'une sleeve gastrectomie ou d'un bypass gastrique? Il existe une mesure très importante appelée IMC, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle. Il se calcule en divisant le poids d'une personne en kilogrammes par la taille en mètres au carré. Par exemple, si une personne pèse 100 kg et mesure 1,70 m, nous divisons 100 par 1,70 fois 1,70. IMC égale le poids, kg, divisé par taille carré m carré. Si l'IMC est supérieur ou égal à 40, cela correspond à une obésité sévère, et le patient peut devenir éligible à une chirurgie bariatrique. Dans certains cas, l'opération peut également être envisagée lorsque l'IMC se situe entre 35 et 40, surtout si le patient souffre déjà de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, l'apnée du sommeil ou des problèmes articulaires sévères difficiles à contrôler malgré les traitements et les changements de mode de vie. Chez de nombreux patients, une perte de poids importante après l'opération permet une nette amélioration de ces maladies, et certaines peuvent même entrer partiellement en rémission, notamment le diabète de type 2. En revanche, lorsque l'IMC est inférieur à 30, la chirurgie n'est généralement pas recommandée, sauf dans des situations médicales particulières décidées par des médecins spécialisés. Dans ce cas, le patient doit d'abord se concentrer sur les changements du mode de vie, alimentation équilibrée, activité physique, modifications comportementales et traitements médicaux supervisés pour la perte de poids.
Certains patients peuvent aussi bénéficier de médicaments contre l'obésité approuvés médicalement. Vous allez peut-être maintenant me demander, quels sont les principaux types de chirurgie bariatrique? Et quelle opération est considérée comme la meilleure? Voyons ensemble les interventions les plus fréquentes, de manière simple et organisée. Le premier type est la sleeve gastrectomie. Dans cette opération, environ 70 à 80% de l'estomac sont retirés, laissant un estomac étroit en forme de tube. Cela réduit la quantité de nourriture que la personne peut manger, et diminue également certaines hormones de la faim, comme la gréline. La plupart des patients peuvent perdre environ 25 à 35% de leur poids corporel total au cours de la première année à 18 mois, surtout s'ils respectent correctement les conseils alimentaires et l'activité physique. L'un des problèmes fréquents après l'opération, surtout durant les premières semaines, est la nausée ou les vomissements après avoir mangé trop vite ou en trop grande quantité. Comme l'estomac devient beaucoup plus petit, les patients doivent manger lentement, bien mâcher les aliments et éviter les gros repas. Un autre point important est qu'avec le temps, l'estomac peut progressivement se dilater si le patient reprend de mauvaises habitudes alimentaires. Cela peut favoriser une reprise de poids plusieurs années plus tard. C'est pourquoi le changement durable du mode de vie reste la clé pour maintenir les résultats. L'un des avantages de la sleeve gastrectomie est que les intestins ne sont pas dérivés, donc les problèmes d'absorption des nutriments sont généralement moins importants qu'avec les bypass gastriques. De plus, cette intervention est techniquement plus simple et souvent plus rapide à réaliser. Le deuxième type est le bypass gastrique classique, appelé Roux-en-Y gastric bypass, ou RYGB. Cette opération est plus complexe. Une petite poche gastrique est créée, puis une partie de l'intestin grêle est contournée, ce qui raccourcit le trajet digestif des aliments. Cette chirurgie entraîne généralement une perte de poids importante, et de nombreux patients perdent environ 25 à 40% de leur poids corporel total en 1 à 2 ans. Cependant, comme une partie de l'intestin est court-circuitée, l'absorption des vitamines et des minéraux diminue. Les patients peuvent développer des carences en vitamine B12, en fer, en calcium, en vitamine D, en acide folique et en protéines si les compléments ne sont pas pris régulièrement. Ces carences peuvent ensuite affecter les cheveux, la peau, les ongles, les muscles, les nerfs et la santé osseuse. Un problème bien connu après cette chirurgie est le dumping syndrome. Cela se produit lorsque les aliments, surtout sucrés, passent trop rapidement dans l'intestin. Le patient peut alors ressentir brutalement des vertiges, des sueurs, des palpitations, des crampes abdominales, des nausées ou des diarrhées après les repas. Le troisième type est le mini-gastric bypass, également appelé ou anastomosis gastric bypass, ou OIGB. Aujourd'hui, il s'agit de l'une des chirurgies bariatriques les plus pratiquées dans de nombreux centres à travers le monde. Son principe est proche du bypass classique, mais techniquement il est plus simple et généralement plus rapide à réaliser. Les résultats sur la perte de poids sont également très importants et proches de ceux du bypass classique. L'opération consiste à créer une longue poche gastrique étroite reliée à l'intestin par une seule connexion au lieu de deux. Les complications possibles sont similaires à celles des autres bypass, notamment les carences vitaminiques, le reflux chez certains patients et les problèmes nutritionnels en cas de mauvaise prise des compléments. Le quatrième type est l'anneau gastrique. Dans cette intervention, un anneau en silicone ajustable est placé autour de la partie supérieure de l'estomac. Cela crée une petite poche gastrique, permettant au patient de ressentir la satiété après une faible quantité de nourriture. L'un des avantages est que l'anneau peut être resserré, desserré ou même retiré. L'opération elle-même est relativement simple. Cependant, les résultats à long terme sur la perte de poids sont généralement moins bons que ceux des techniques plus modernes. L'anneau peut également glisser, éroder la paroi de l'estomac ou provoquer des douleurs, des vomissements ou une inflammation. À cause de ces complications et des résultats moins satisfaisants, cette technique est aujourd'hui beaucoup moins utilisée. Le cinquième type est le duodénal switch, parfois appelé dérivation biliopancréatique avec switch duodénal. C'est l'une des chirurgies bariatriques les plus puissantes pour la perte de poids. Elle associe une sleeve gastrectomie à une dérivation intestinale importante.
Comme l'absorption des aliments est fortement réduite, les patients peuvent perdre une très grande quantité de poids, surtout ceux ayant un IMC extrêmement élevé. Chez certains patients, la perte de poids totale peut dépasser 35% du poids corporel. Cependant, cette chirurgie est complexe et expose à un risque plus élevé de carence nutritionnelle. Les patients nécessitent généralement un suivi à vie avec médecin et diététicien, ainsi qu'une supplémentation continue en vitamines et minéraux. Sans un suivi adapté, des carences sévères en protéines, vitamines, calcium, fer et vitamines liposolubles peuvent apparaître. Le sixième type est le ballon intragastrique. Dans cette procédure, un ballon rempli de sérum physiologique ou de gaz est placé temporairement dans l'estomac à l'aide d'une endoscopie. Le ballon occupe de l'espace dans l'estomac, ce qui permet au patient de ressentir la satiété plus rapidement et de manger moins. Généralement, le ballon reste en place environ 6 mois avant d'être retiré. L'un des problèmes possibles est la fuite ou la rupture du ballon. Pour cette raison, de nombreux ballons contiennent un liquide coloré. Si une fuite survient, le patient peut remarquer un changement de couleur des urines et consulter rapidement. Un autre effet secondaire fréquent est la présence de fortes nausées et de vomissements durant les premiers jours ou les premières semaines après la pause. Certains patients le tolèrent bien, tandis que d'autres demandent un retrait précoce à cause de l'inconfort. Un autre problème est la reprise de poids après le retrait du ballon si le patient ne modifie pas durablement ses habitudes alimentaires et son mode de vie. Voilà donc les 6 procédures bariatriques les plus connues utilisées dans le monde. Comme nous l'avons vu, l'une des opérations les plus populaires aujourd'hui est le mini-gastric bypass, car il associe une perte de poids importante à une technique chirurgicale relativement plus simple. Mais retenez toujours ceci. La meilleure opération n'est pas la même pour tout le monde. La décision finale dépend de nombreux facteurs, l'IMC, les habitudes alimentaires, les maladies associées, les symptômes de reflux, le diabète, l'âge, l'état nutritionnel et l'expérience du chirurgien. C'est pourquoi une évaluation médicale complète avant l'opération est extrêmement importante. Le deuxième sujet de l'épisode d'aujourd'hui est l'un des sujets les plus importants que chaque pharmacien, professionnel de santé, et même chaque patient ayant subi une chirurgie bariatrique, doit bien comprendre. En tant que pharmacien, vous devez connaître les complications fréquentes après une chirurgie bariatrique, comprendre leurs symptômes, et savoir à quel moment le patient a besoin d'une prise en charge médicale urgente. Aujourd'hui, nous allons parler de 11 complications importantes et très fréquentes qui peuvent survenir après une chirurgie bariatrique, en particulier après un bypass gastrique ou une sleeve gastrectomie. La première complication est la fuite digestive, appelée leakage. Comment cette fuite se produit-elle? Après que le chirurgien coupe ou remodèle l'estomac, celui-ci est refermé à l'aide d'agrafes chirurgicales et de sutures. Cette ligne d'agrafage a besoin de temps pour cicatriser correctement et se fermer complètement. Parfois, pour différentes raisons, une petite ouverture peut apparaître à cet endroit. En conséquence, le liquide gastrique et le contenu digestif commencent à sortir de l'estomac vers la cavité abdominale, provoquant une inflammation sévère et une infection. Cette complication peut survenir parce que la cicatrisation est insuffisante, que l'apport sanguin au tissu est faible, qu'une pression excessive se développe dans l'estomac, ou encore parce que le patient recommence à manger de manière incorrecte trop tôt après l'opération. La fuite apparaît généralement dans les premiers jours après l'intervention, mais elle peut parfois survenir après 1 ou 2 semaines. Quels symptômes peuvent faire suspecter une fuite? Le premier symptôme est la fièvre ou une augmentation de la température corporelle. Le deuxième symptôme est une accélération du rythme cardiaque, même au repos. Le troisième symptôme est une nausée persistante avec des vomissements répétés, et pas seulement après les repas. Le quatrième symptôme est une douleur abdominale importante, avec gonflement ou ballonnement. Certains patients développent également un essoufflement ou des difficultés respiratoires, car l'inflammation abdominale peut affecter le diaphragme et les poumons. Ces symptômes sont dangereux et nécessitent une prise en charge médicale immédiate.
Le médecin demande généralement un scanner avec produit de contraste afin de localiser précisément la fuite et d'évaluer sa gravité. Si la fuite est petite et détectée précocement, le traitement peut inclure des antibiotiques puissants, l'arrêt temporaire de l'alimentation par voie orale, des perfusions intraveineuses, ainsi qu'un soutien nutritionnel par des méthodes spécifiques jusqu'à la cicatrisation naturelle. En revanche, si la fuite est importante ou sévère, le patient peut avoir besoin d'une nouvelle intervention ou d'une chirurgie afin de réparer la fuite et drainer le liquide affecté. La deuxième complication est le saignement. Le saignement peut survenir pendant l'opération ou peu après l'intervention. Parfois, cela arrive parce qu'un vaisseau sanguin n'a pas été complètement fermé pendant la chirurgie. Dans d'autres cas, les médicaments fluidifiant le sang, certains compléments à base de plantes, ou des troubles de la coagulation peuvent augmenter le risque. C'est pourquoi chaque patient doit informer le chirurgien de tous les médicaments, vitamines, plantes médicinales ou compléments qu'il prend avant l'opération. Certains traitements, comme l'aspirine, les anticoagulants ou certains produits à base de plantes, doivent parfois être arrêtés avant la chirurgie sous surveillance médicale. Les patients ne doivent jamais arrêter seul un traitement important sans consulter leur médecin. La troisième complication est la formation de caillots sanguins, notamment la thrombose veineuse profonde, appelée TVP ou DVT. Cela signifie qu'un caillot se forme dans une veine profonde, généralement au niveau des jambes. Pourquoi cela se produit-il? De nombreux patients souffrant d'obésité ont déjà une mauvaise circulation sanguine et une activité physique réduite avant l'opération. Après la chirurgie, les mouvements deviennent également limités pendant un certain temps. Tous ces facteurs augmentent le risque de formation de caillots. C'est pourquoi les médecins accordent une grande importance à la prévention des thromboses après la chirurgie. En général, deux mesures préventives importantes sont prises. Premièrement, le patient peut recevoir des injections anticoagulantes pendant une courte période après l'intervention. Deuxièmement, il est encouragé à marcher et à reprendre les mouvements le plus tôt possible, même progressivement et de façon simple. Certains patients peuvent également porter des bas de compression ou des dispositifs pneumatiques afin d'améliorer la circulation sanguine dans les jambes. Cette complication est grave, car le caillot peut migrer vers les poumons et provoquer une embolie pulmonaire, qui peut devenir mortelle. La quatrième complication est la nausée et les vomissements. C'est un problème extrêmement fréquent durant les premières semaines après la chirurgie. L'estomac devient beaucoup plus petit, et les patients ne tolèrent plus les gros repas. Dans de nombreux cas, les vomissements surviennent parce que le patient mange trop rapidement, avale de grosses bouchées ou boit trop vite pendant les repas. Heureusement, ce problème s'améliore généralement progressivement avec le temps. Pour réduire les nausées et les vomissements, les repas doivent être divisés en très petites portions prises plusieurs fois dans la journée. Les aliments doivent être mastiqués lentement et soigneusement, et le patient doit éviter de trop manger. La cinquième complication est le reflux gastrique ou l'acidité importante. Certains patients développent des symptômes de reflux importants après une chirurgie bariatrique, surtout après une sleeve gastrectomie. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que la forme de l'estomac et la pression à l'intérieur changent après l'opération, l'acide peut remonter plus facilement vers l'œsophage. Cela peut provoquer des brûlures d'estomac, des douleurs thoraciques, une irritation de la gorge, un goût acide dans la bouche ou une toux chronique. Pour cette raison, les médecins prescrivent souvent des médicaments de la famille des inhibiteurs de la pompe à protons, appelés IPP, surtout pendant les premiers mois après la chirurgie. Parmi eux, l'oméprazole et le pantoprazole. Ces médicaments réduisent l'acidité gastrique et protègent la zone opérée pendant la cicatrisation. Cependant, les IPP ne doivent pas être utilisés inutilement pendant de longues périodes sans suivi médical. Une utilisation excessive à long terme peut diminuer l'absorption de nutriments comme le magnésium, le calcium, le fer et la vitamine B12. C'est important, car les patients opérés d'une chirurgie bariatrique sont déjà exposés à un risque élevé de carence nutritionnelle. Les IPP doivent donc toujours être utilisés à la dose efficace la plus faible possible, et pendant la durée recommandée par le médecin. La sixième complication est la reprise de poids après l'opération. Beaucoup de personnes pensent que la chirurgie bariatrique est une solution magique et définitive. En réalité, la chirurgie n'est qu'un outil.
Les études montrent que certains patients reprennent une partie du poids perdu plusieurs années après l'intervention, surtout si les bonnes habitudes ne sont pas maintenues. Pourquoi cela arrive-t-il? Avec le temps, l'estomac peut progressivement se dilater. De plus, les mauvaises habitudes alimentaires, le manque d'exercice, l'alimentation émotionnelle, les boissons riches en calories, les produits très sucrés et le mauvais sommeil contribuent tous à la reprise de poids. C'est pourquoi le succès à long terme dépend surtout du changement durable du mode de vie. Les patients doivent adopter une alimentation saine, pratiquer une activité physique régulière, maintenir une bonne hydratation, consommer suffisamment de protéines, et assurer un suivi médical à vie. La 7e complication est le dumping syndrome, l'une des complications les plus connues après un bypass gastrique. Cela survient généralement après la consommation d'aliments ou de boissons contenant une grande quantité de sucre simple. Après un bypass, les aliments peuvent passer trop rapidement de l'estomac vers l'intestin. Les sucres arrivent alors brutalement dans le sang, provoquant des symptômes soudains. Le patient peut ressentir des palpitations, des sueurs, des vertiges, des nausées, des crampes abdominales, une faiblesse importante, des tremblements ou une fatigue sévère juste après avoir mangé. Certaines personnes ont même l'impression qu'elles vont s'évanouir. Quelle est la solution? Les patients doivent éviter les boissons très sucrées, les desserts et les excès de sucre rapide. À la place, les repas doivent contenir des protéines, des fibres et des glucides complexes. L'alimentation ne doit pas être composée uniquement de liquide ou de jus sucré. Les fibres et les protéines aident à ralentir l'absorption du sucre et à éviter les variations brutales de la glycémie. La 8e complication est l'occlusion intestinale ou obstruction digestive. Cette complication peut apparaître plusieurs mois, voire plusieurs années après la chirurgie. Comment cela se produit-il? Parfois, du tissu cicatriciel ou des adhérences internes se forment après l'opération. Dans d'autres cas, une partie de l'intestin peut se tordre ou se coincer à l'intérieur de l'abdomen. En conséquence, l'intestin devient partiellement ou totalement bloqué. Les symptômes peuvent inclure une douleur abdominale sévère, des vomissements répétés, l'impossibilité d'émettre des gaz ou des sels, un gonflement abdominal, des nausées et une accélération du rythme cardiaque. Cette situation est dangereuse et nécessite une évaluation médicale urgente. Un scanner est généralement nécessaire pour déterminer la cause et la localisation de l'obstruction. La 9e complication est la diarrhée chronique et les selles malodorantes. Pourquoi cela se produit-il? Après certaines chirurgies bariatriques, surtout les bypass, l'absorption des graisses devient inférieure à la normale. Des aliments non digérés peuvent également atteindre le côlon en plus grande quantité. Les bactéries intestinales fermentent alors ces aliments, produisant des gaz, des ballonnements, des diarrhées et une odeur désagréable des selles. Le traitement comprend généralement plusieurs étapes. Premièrement, le programme alimentaire doit être ajusté soigneusement avec le médecin ou le diététicien. Il peut être nécessaire de réduire les graisses et d'augmenter les fibres. Deuxièmement, des enzymes digestives peuvent aider certains patients. Troisièmement, des probiotiques peuvent parfois être prescrits temporairement afin d'améliorer l'équilibre de la flore intestinale. La 10e complication est la faiblesse musculaire et la perte de masse musculaire. Une perte de poids rapide ne brûle pas uniquement les graisses. Malheureusement, le corps peut également dégrader les muscles si l'alimentation est insuffisante. C'est pourquoi il est extrêmement important de préserver la masse musculaire après une chirurgie bariatrique. Il existe 3 étapes essentielles. La première étape est un apport suffisant en protéines. Les patients doivent consommer suffisamment de protéines de bonne qualité, comme le poisson, les œufs, le poulet, les produits laitiers, ou des compléments protéinés si l'alimentation habituelle est insuffisante. Dans de nombreux cas, les patients opérés ont besoin d'environ apport protéique presque égal à 1,0 à 1,5 g kg jour. La quantité exacte varie selon l'état médical, le niveau d'activité physique et les recommandations du médecin. La deuxième étape consiste à maintenir de bons niveaux de vitamines et de minéraux, surtout la vitamine D, le calcium, le magnésium, le fer et la vitamine B12. La troisième étape est l'activité physique régulière. Les patients n'ont pas besoin d'un sport intense immédiatement après la chirurgie.
Cependant, la marche régulière et les exercices progressifs de renforcement aident à préserver les muscles et encouragent le corps à brûler les graisses plutôt que les muscles. La perte musculaire n'est pas un problème mineur. Une fonte musculaire sévère peut entraîner une faiblesse importante, une fatigue chronique, des douleurs lombaires, des troubles de l'équilibre et une diminution des capacités physiques. La 11e et dernière complication est le relâchement cutané et les déformations de la peau après une perte de poids importante. Pourquoi cela arrive-t-il? Lorsqu'une personne reste en surpoids pendant de nombreuses années, la peau se distend énormément. Avec le temps, les fibres de collagène et d'élastine deviennent plus faibles. Après une perte de poids rapide, la peau ne retrouve pas toujours complètement sa taille normale. Le relâchement cutané apparaît souvent au niveau de l'abdomen, des bras, des cuisses, de la poitrine, du cou et du visage. Malheureusement, il n'existe pas de solution magique capable de prévenir totalement cet excès de peau après une perte de poids massive. Cependant, plusieurs mesures peuvent améliorer la qualité de la peau et réduire le problème. La première étape est une bonne hydratation. Boire suffisamment d'eau est important pour la santé de la peau et le bon fonctionnement général du corps. La deuxième étape consiste à maintenir une bonne alimentation, avec suffisamment de vitamines, de minéraux et de protéines. La troisième étape est l'exercice physique et le renforcement musculaire, qui peuvent améliorer la forme du corps sous la peau. Certains médecins recommandent également du collagène et de la vitamine C, car la vitamine C participe à la formation naturelle du collagène. Cependant, lorsque l'excès de peau devient important, les interventions chirurgicales peuvent représenter la solution la plus efficace. Pour l'excès de peau abdominale, les chirurgiens peuvent réaliser une abdominoplastie, également appelée tummy tuck. Pour les bras, une brachioplastie peut être réalisée. Pour les cuisses, un lifting des cuisses peut aider à retirer l'excès de peau. Pour le relâchement du visage, des traitements non chirurgicaux comme le laser, le microneedling, les ultrasons ou la radiofréquence peuvent améliorer la texture et la fermeté de la peau dans les cas modérés. Mais si le relâchement du visage devient sévère, des procédures chirurgicales de lifting peuvent parfois être nécessaires. Voilà donc les 11 complications les plus importantes et les plus fréquentes après une chirurgie bariatrique. Rappelez-vous toujours, la chirurgie bariatrique peut transformer complètement la vie d'un patient de manière positive, mais le succès ne dépend pas uniquement de l'opération. Le succès à long terme nécessite un suivi médical régulier, une bonne alimentation, une activité physique, une supplémentation en vitamines, et des changements permanents du mode de vie. Le troisième et dernier sujet d'aujourd'hui est l'une des parties les plus importantes après une chirurgie bariatrique, les compléments alimentaires, les vitamines, les minéraux, les bonnes doses, et les meilleurs formats utilisés. Veuillez comprendre quelque chose de très important. Après une chirurgie bariatrique, les compléments ne sont pas facultatifs. Ce ne sont pas simplement des vitamines en plus. Pour les patients opérés, les compléments deviennent une partie essentielle du traitement et du maintien de la santé à long terme. Pourquoi? Parce qu'après des opérations comme le bypass gastrique ou la sleeve gastrectomie, le corps absorbe les nutriments moins efficacement, et la quantité de nourriture consommée devient beaucoup plus faible. Par conséquent, les patients peuvent développer de nombreux problèmes si les vitamines et les minéraux ne sont pas correctement compensés. Ces problèmes peuvent inclure la chute des cheveux, des ongles fragiles, une peau sèche, la fatigue et l'épuisement, les vertiges et la faiblesse, l'anémie par carence en fer, la fragilité osseuse, la faiblesse musculaire, les changements d'humeur et le stress psychologique, les carences vitaminiques et les problèmes nutritionnels. C'est pourquoi le suivi médical régulier, les analyses sanguines, une alimentation saine, une bonne hydratation, l'activité physique, et une supplémentation adaptée sont tous extrêmement importants après l'opération. Parlons maintenant des compléments les plus importants généralement recommandés après une chirurgie bariatrique. Le premier complément est la multivitamine. En général, les médecins prescrivent chaque jour une multivitamine complète spécialement adaptée aux patients bariatriques. Pourquoi? Parce que les patients opérés peuvent développer plusieurs carences en vitamines et minéraux en même temps.
La multivitamine aide à apporter un soutien nutritionnel quotidien général et à réduire le risque de carence. Cependant, gardez en tête un point important. Les quantités présentes dans les multivitamines classiques correspondent souvent uniquement à des doses d'entretien, proches des apports journaliers recommandés, appelés IGR-WRDA. Elles peuvent ne pas être suffisantes si le patient présente déjà une carence importante. C'est pour cette raison que les analyses sanguines régulières sont très importantes. Si les résultats montrent une carence spécifique, le médecin peut prescrire un traitement complémentaire séparé avec des doses plus élevées. Quelle est la meilleure façon de prendre les multivitamines? En général, elles sont mieux absorbées lorsqu'elles sont prises avec les repas, sauf indication différente du médecin. Le deuxième complément très important est la vitamine B12. La carence en vitamine B12 est extrêmement fréquente après une chirurgie bariatrique, surtout après un bypass gastrique. Pourquoi? Parce que l'absorption de la vitamine B12 dépend en partie de l'acidité gastrique et d'une substance appelée facteur intrinsèque, produite par l'estomac. Après l'opération, ce mécanisme devient moins efficace. Une carence en vitamine B12 peut provoquer de la fatigue, une anémie, des fourmillements, des troubles de mémoire, des atteintes nerveuses et une faiblesse générale. La vitamine B12 peut être prise sous plusieurs formes, des comprimés sublinguaux, des compléments oraux, ou des injections. Les doses d'entretien habituelles sont approximativement vitamine /inversé B12 /inversé approx 500 000 /inversé /inversé mg par jour. Certains patients peuvent également recevoir des injections hebdomadaires ou mensuelles selon les analyses sanguines et l'évaluation médicale. La dose exacte dépend toujours des résultats biologiques et des recommandations du médecin. Les troisièmes compléments importants sont le calcium et la vitamine D. Ces deux éléments sont généralement pris ensemble, car la vitamine D aide à absorber le calcium. Après une chirurgie bariatrique, la santé des os devient extrêmement importante. Sans supplémentation correcte, les patients peuvent développer une fragilité osseuse, de l'ostéoporose, des crampes musculaires ou des douleurs osseuses. La forme de calcium souvent préférée chez les patients bariatriques est le citrate de calcium, car il est mieux absorbé, surtout lorsque l'acidité de l'estomac diminue. Les besoins quotidiens habituels en calcium après chirurgie bariatrique sont généralement d'environ calcium /inversé approx 1200-1500 /inversé mg jour. Concernant la vitamine D, la dose dépend entièrement du taux sanguin. Si le taux est normal, beaucoup de patients prennent des doses d'entretien comprises entre 1000 et 2008 par jour. En cas de carence importante, les médecins peuvent prescrire temporairement des doses plus élevées, comme 50 000 UI une fois par semaine pendant une période limitée, suivie ensuite d'un traitement d'entretien. Le complément suivant, très important également, est le fer. L'anémie par carence en fer est l'une des complications les plus fréquentes après une chirurgie bariatrique. Les patients peuvent développer de la fatigue, des vertiges, une faiblesse, une chute des cheveux, une pâleur de la peau, un essoufflement et des difficultés de concentration. Les formes les plus utilisées sont le fumarate ferreux, le sulfate ferreux ou le fer liposomal. Le fer liposomal provoque parfois moins d'effets secondaires digestifs chez certains patients. La plupart des patients bariatriques ont besoin d'environ fer /inversé élémentaire /inversé approx 18-45 /inversé mg jour. Mais ici, il y a un point très important. Lorsque vous regardez un complément de fer, ne vous concentrez pas uniquement sur le poids total du comprimé. Il faut regarder la quantité de fer élémentaire, c'est-à-dire la quantité réelle de fer utilisable dans le produit. Par exemple, les différents sels de fer contiennent des pourcentages différents de fer élémentaire. Autre point important, le fer ne doit pas être pris au même moment que le calcium, car le calcium réduit l'absorption du fer. Il est préférable de les espacer d'environ 2 à 4 heures. Le complément suivant est le zinc. Le zinc est important pour l'immunité, la cicatrisation, la santé de la peau et la croissance des cheveux. Le quatrième et dernier sujet de l'épisode d'aujourd'hui est: quelles sont les étapes du suivi médical et les examens que chaque patient ayant subi une chirurgie bariatrique doit effectuer régulièrement?
Ce sujet est extrêmement important, car un bon suivi permet aux médecins de détecter rapidement toute carence nutritionnelle ou complication avant l'apparition de problèmes graves. Après une chirurgie bariatrique, le patient peut sembler en bonne santé et se sentir bien, alors que des carences cachées en vitamines ou en minéraux peuvent malgré tout se développer lentement avec le temps. C'est pourquoi les analyses biologiques régulières sont considérées comme l'une des parties les plus importantes du suivi à long terme après l'opération. Voyons cela étape par étape. Le premier grand suivi commence généralement environ 3 mois après la chirurgie. À ce stade, le médecin demande plusieurs examens biologiques importants. Le premier examen est une numération formule sanguine complète, appelée NFS ou CBC. Pourquoi cet examen est-il important? Parce qu'il aide à détecter une anémie, une carence en fer, une infection, une inflammation, ou des anomalies liées aux cellules sanguines. En même temps, les médecins demandent souvent un bilan martial afin d'évaluer plus précisément les réserves de fer dans l'organisme. Les taux de vitamine B12 et de vitamine D sont également contrôlés, car les carences en ces vitamines sont extrêmement fréquentes après une chirurgie bariatrique. En plus de cela, les médecins peuvent vérifier le taux de zinc, le taux d'albumine, ainsi que la fonction rénale à travers des examens comme la créatinine. L'albumine est importante, car elle donne une idée de l'état nutritionnel et de l'apport en protéines. L'un des examens les plus importants durant cette période est l'évaluation du taux de sucre dans le sang. Cela comprend la glycémie à jeun et l'HbA1c. Pourquoi cela est-il si important? Parce qu'après une perte de poids importante, surtout durant les premiers mois, la glycémie s'améliore souvent de manière spectaculaire, en particulier chez les patients atteints de diabète de type 2. Certains patients peuvent même avoir besoin de réduire rapidement les doses de leurs médicaments contre le diabète après l'opération. Dans certains cas, certains traitements peuvent être diminués ou arrêtés sous surveillance médicale. Cependant, cette décision doit toujours être prise par le médecin traitant selon les résultats biologiques et l'état du patient. L'amélioration de la glycémie est souvent l'un des premiers résultats positifs observés après une chirurgie bariatrique, surtout chez les patients diabétiques de type 2. Le deuxième grand suivi a généralement lieu après 6 mois. À cette étape, plusieurs des examens précédents sont répétés. Mais les médecins commencent aussi à surveiller plus attentivement la fonction hépatique et rénale. Cela inclut des analyses comme l'ALT et la ST pour le foie. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise utilisation des compléments alimentaires, la déshydratation, l'excès de médicaments, ou une mauvaise alimentation peuvent parfois affecter le foie ou les reins. Certaines personnes pensent à tort que prendre de très fortes doses de vitamines sans surveillance est toujours bénéfique. En réalité, une supplémentation excessive peut parfois nuire au corps au lieu de l'aider. C'est pourquoi les compléments doivent toujours être pris selon les recommandations médicales et sous contrôle biologique régulier. Si les résultats restent stables et normaux, le patient poursuit généralement le même programme de suivi. Après environ 1 an, beaucoup des mêmes analyses sanguines sont répétées à nouveau. À ce stade, les médecins commencent souvent à surveiller plus précisément le cholestérol et le profil lipidique. Pourquoi? Parce que les taux de cholestérol et de triglycérides s'améliorent souvent considérablement après une chirurgie de perte de poids. Contrairement à la glycémie, qui peut s'améliorer en quelques semaines ou quelques mois, l'amélioration du cholestérol peut prendre plus de temps avant d'être clairement visible. Si les taux de cholestérol s'améliorent fortement, le médecin peut décider de réduire ou d'arrêter certains traitements contre le cholestérol si le patient les prenait auparavant. Dans certains cas, les médecins peuvent également recommander des oméga 3 afin d'aider à maintenir un bon équilibre lipidique et augmenter le HDL, le bon cholestérol. Cependant, commencer des compléments ou arrêter des médicaments doit toujours se faire sous surveillance médicale après analyse des résultats biologiques. Après environ 2 ans, le suivi à long terme devient encore plus important. À cette étape, de nombreuses analyses sanguines de routine continuent comme d'habitude. Mais un examen supplémentaire devient particulièrement important. La mesure de la densité osseuse. Cet examen est appelé DEXA-scan ou DEXA-scan. Pourquoi la surveillance de la densité osseuse est-elle importante après une chirurgie bariatrique? Parce que les carences prolongées en calcium, vitamine D, protéines et autres nutriments peuvent progressivement fragiliser les os avec le temps.
La perte de poids rapide, la diminution de la masse musculaire, une mauvaise alimentation et les carences vitaminiques peuvent tous contribuer à une baisse de la solidité osseuse. C'est pourquoi les médecins surveillent souvent régulièrement la densité osseuse chez les patients les plus à risque. Le DEXA scan est généralement réalisé en même temps que les analyses du calcium, de la vitamine D, et parfois de la parathormone, afin d'évaluer plus précisément la santé osseuse. Maintenant, une question importante. Si tous les examens restent normaux après la première ou la deuxième année, le patient doit-il continuer à faire des analyses tous les quelques mois? En général, non. Si le patient est stable, en bonne santé, suit correctement son alimentation, et que les résultats restent normaux, les intervalles de suivi peuvent devenir moins fréquents. Certains patients peuvent simplement avoir besoin d'analyses tous les 6 mois ou une fois par an, selon leur état médical et les recommandations du médecin. Cependant, si des symptômes apparaissent à n'importe quel moment, les examens peuvent devoir être répétés plus tôt. Le dernier et plus important conseil avant de terminer l'épisode d'aujourd'hui est le suivant. Toute personne ayant subi une chirurgie bariatrique doit comprendre que les carences en vitamines et en minéraux peuvent apparaître silencieusement avec le temps. N'attendez pas que les symptômes deviennent graves. Parfois, les carences ne provoquent aucun symptôme évident au début. Et parfois, un excès de supplémentation peut également devenir dangereux. C'est pourquoi les analyses biologiques sont beaucoup plus fiables que le simple ressenti du patient. La décision de continuer, arrêter, augmenter ou diminuer les compléments doit toujours être basée sur le suivi médical et les résultats des analyses. Suivez toujours régulièrement votre médecin, votre diététicien et votre pharmacien. Une bonne alimentation, une bonne hydratation, l'activité physique, les compléments adaptés et les examens réguliers sont les véritables clés du succès à long terme après une chirurgie bariatrique. Et avec cela, l'épisode d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère avoir pu vous apporter des informations utiles, simples et pratiques, capables d'aider réellement les patients et les professionnels de santé à mieux comprendre la chirurgie bariatrique et son suivi à long terme. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo et trouvé son contenu utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager l'épisode. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez également nous soutenir via Patreon, PayPal ou les options de soutien YouTube. Que Dieu vous bénisse tous.